Par une nuit glaciale de janvier dans le Londres médiéval, aux alentours de l'an 1250, la ville sommeille sous une neige fraîche. D'étroites rues aux maisons à colombages serpentent dans l'obscurité, bordées de demeures dont les étages supérieurs sont si saillants qu'ils touchent presque ceux d'en face. À l'intérieur de chaque habitation, les feux de l'âtre brûlent pour combattre le froid mordant, leur fumée s'enroulant à travers les ouvertures du toit pour se mêler au brouillard hivernal. L'air porte l'odeur constante de la fumée de bois mêlée à celle des chandelles de suif. Pourtant, sous cette lueur douillette se cache une terreur que chaque résident comprend instinctivement. Le feu. Dans cette ville en bois si densément peuplée, une seule étincelle égarée pouvait transformer un quartier entier en un brasier en quelques heures. Les Londoniens du Moyen Âge vivaient dans ce qui était essentiellement une immense poudrière, où les feux mêmes qui les maintenaient en vie durant les rudes mois d'hiver pouvaient tout aussi bien détruire tout ce qu'ils possédaient. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 pratiques ingénieuses de sécurité incendie que les gens du Moyen Âge ont développées pour survivre dans leur ville combustible. Il ne s'agissait pas de douces recommandations, mais de réglementations obligatoires, appliquées par des amendes, des peines de prison et des sanctions sociales. Ce qui les rend remarquables, c'est qu'elles ont extraordinairement bien fonctionné pour prévenir les incendies catastrophiques, sauvant d'innombrables vies et des rues entières de la destruction. Pourtant, aujourd'hui, chacune d'entre elles serait totalement illégale dans nos sociétés modernes. Vous découvrirez les couvre-feux obligatoires du soir, forçant les gens à éteindre leur feu à des heures précises. Les tactiques de démolition par explosifs détruisant la propriété privée sans permission ni compensation. Les arrangements de cuisine communautaire forcés empêchant la cuisson à domicile. Les patrouilles de nuit dotées de pouvoirs extraordinaires pour entrer dans les maisons sans mandat. Et des réglementations de construction plus restrictives que de nombreux codes modernes. Le paradoxe au cœur de cette exploration est fascinant. Pourquoi les gens du Moyen Âge acceptaient-ils volontiers des restrictions que nous trouverions absolument intolérables aujourd'hui? La réponse révèle des aperçus profonds sur la façon dont la technologie façonne la liberté, comment les communautés équilibrent les droits individuels face à la survie collective et comment une menace constante change ce que les gens sont prêts à sacrifier pour leur sécurité. Pour comprendre pourquoi les villes médiévales ont mis en œuvre des mesures de sécurité incendie aussi draconiennes, nous devons d'abord être témoins des désastres qui ont engendré ces réglementations. Le grand incendie de Southwark reste l'un des exemples les plus dévastateurs, une catastrophe qui allait hanter Londres pendant des générations. Le 10 juillet 1212, un incendie se déclara à Southwark, le quartier situé immédiatement au sud de la Tamise. La cause exacte reste incertaine, peut-être un feu de cuisine échappé ou une chandelle renversée, mais une fois que les flammes se sont emparées de ces bâtiments en bois si serrés, le désastre s'est déroulé avec une vitesse terrifiante. Un fort vent du sud a poussé le brasier grandissant directement vers le pont de Londres, achevé seulement 3 ans plus tôt, en 1209. Ce n'était pas simplement un pont pour traverser. C'était une rue à part entière, bordée de boutiques et de maisons autorisées par le roi Jean. Alors que le feu rugissait à travers Southwark, consumant tout sur son passage, il a gravement endommagé la cathédrale de Southwark, également connue sous le nom de St. Mary Overy, détruisant une grande partie de la structure de l'ancienne église. Ce qui s'est passé ensuite est devenu l'une des tragédies les plus horribles de l'histoire du Londres médiéval. Les gens ont fui vers le nord en traversant le pont, cherchant désespérément à échapper aux flammes qui avançaient. Simultanément, les Londoniens de la rive nord se sont précipités vers le sud, espérant aider leurs voisins ou secourir des membres de leur famille. Les deux foules se sont rencontrées au milieu du pont étroit, entassées entre les maisons et les boutiques construites des deux côtés. Piégés entre le feu avançant des deux directions,
Alors que des braises transportées par le vent enflammaient les bâtiments aux deux extrémités, la foule s'est retrouvée dans une situation sans issue. Ceux qui tentaient de s'échapper en sautant dans la Tamise sont montés à bord de petites embarcations qui sont rapidement devenues surchargées et ont chaviré. D'autres ont été poussés dans l'eau par la foule en panique. D'autres encore ont péri alors que les flammes les consumaient. Le chroniqueur John Stowe, écrivant en 1603, a affirmé que 3000 personnes sont mortes sur le seul pont de Londres ce jour terrible. Les historiens modernes considèrent ce chiffre avec scepticisme, notant que la population totale de Londres était d'environ 30 à 40 000 âmes à cette époque. Ce qui reste certain, c'est que le bilan des morts fut dévastateur à tout point de vue, avec des familles détruites et des quartiers entiers réduits en cendres. L'impact psychologique ne peut être surestimé. Ce n'était pas une catastrophe abstraite arrivant à des étrangers, c'était un voisin qui brûlait son voisin, des familles piégées pendant que la ville regardait, impuissante, une démonstration visible que le feu était une menace existentielle pour la survie urbaine. L'incendie de 1212 était loin d'être un cas isolé. Un incendie antérieur en 1133, le dimanche de la Pentecôte, avait consumé la majeure partie de la ville entre la cathédrale Saint-Paul et St. Clement Danes à Westminster, ravageant le cœur médiéval de Londres. À travers l'Europe médiévale, de tels désastres se produisaient avec une régularité sinistre tout au long de la période de près de 1000 ans du Moyen Âge. Les archives historiques documentent plus de 500 incendies majeurs, définis comme détruisant 10 maisons ou plus, rien que dans les villes de province anglaises, entre 1500 et 1800. Le XVIIe siècle a connu un nombre disproportionné d'incendies. 5 des 8 plus grands incendies de l'Europe du début de l'ère moderne entre 1500 et 1800 se sont produits en seulement 3 décennies, de 1656 à 1686. Ce regroupement suggère qu'à mesure que les villes devenaient plus grandes et plus denses au début de l'ère moderne, le risque d'incendie augmentait de façon spectaculaire malgré les efforts réglementaires croissants. Pour les citadins médiévaux, le feu n'était pas une catastrophe occasionnelle à craindre. C'était une menace inévitable à gérer constamment par la vigilance, la réglementation et l'effort communautaire. Chaque hiver rendait le danger plus aigu, car plus de feu brûlait pour la chaleur, l'obscurité tombait plus tôt et durait plus longtemps, et les bâtiments restaient scellés contre le froid, piégeant la chaleur et les étincelles tout en rendant les incendies plus difficiles à détecter de l'extérieur. Alors que le soir tombait sur les villes médiévales, un son distinctif retentissait des clochers des églises. La cloche du couvre-feu. Le mot même de « couvre-feu » révèle son but, dérivé du vieux français « couvre-feu ». Cette cloche sonnait chaque soir, le plus souvent à 8 heures, signalant que chaque foyer devait éteindre ou couvrir solidement tous les feux de l'âtre et éteindre toutes les chandelles avant de se coucher. Cette pratique, courante dans toute l'Europe médiévale, représentait l'une des mesures de sécurité incendie les plus fondamentales de l'époque. La nécessité pratique devient claire lorsque nous comprenons comment les gens du Moyen Âge chauffaient leurs maisons et cuisinaient. Dans de nombreux foyers, surtout au début de la période, le feu était simplement fait dans un trou au milieu du sol, la fumée s'échappant par une ouverture dans le toit ou un lanterneau. Cette disposition signifiait que les flammes étaient exposées au centre des espaces de vie, entourés par les membres de la famille endormis, les animaux domestiques, le grain entreposé et tous les matériaux combustibles de la vie quotidienne. Même après que les cheminées soient devenues courantes à partir du XIIe siècle, les feux ouverts sont restés la norme tout au long de la période médiévale et bien après, au début de l'ère moderne. Le danger des feux brûlant sans surveillance pendant que les membres du foyer dormaient ne saurait être surestimé.
Une bûche pouvait rouler hors de l'âtre sur les joncs couvrant le sol. Des joncs qui avaient souvent des semaines étaient desséchés et mélangés à des restes de nourriture et autres débris. Des étincelles pouvaient s'élever pour se loger dans les toits de chaume où elles pouvaient couver pendant des heures avant de s'enflammer. Un enfant ou un adulte en état d'ébriété pouvait trébucher contre le feu dans l'obscurité. Les animaux se déplaçant dans la maison pouvaient renverser des marmites ou disperser des braises. Pendant les longs mois d'hiver, lorsque les feux brûlaient plus fort et plus longtemps pour combattre le froid, et lorsque les foyers gardaient portes et fenêtres bien fermées contre les courants d'air, ces dangers se multipliaient. En exigeant que tous les feux soient éteints ou couverts en toute sécurité à une heure précise, le couvre-feu réduisait considérablement le risque d'incendie nocturne, moment où les résidents endormis seraient plus lents à réagir, où l'obscurité elle-même rendait la lutte contre l'incendie beaucoup plus difficile, et où le froid de l'hiver rendait le sauvetage et l'évacuation potentiellement mortels, même si l'on échappait aux flammes. Les origines remontent à l'Angleterre anglo-saxonne. Bien que souvent attribuée à Guillaume le Conquérant, qui l'aurait imposé après 1066, des preuves suggèrent que la pratique existait bien plus tôt. Des archives indiquent qu'une cloche de couvre-feu était probablement sonnée à Carfax, à Oxford, sous le règne d'Alfred le Grand, bien avant 1100. Guillaume a probablement appliqué plus strictement une réglementation saxonne existante à travers son royaume conquis. Dans certains endroits, les premières réglementations du couvre-feu étaient remarquablement strictes. Jusqu'à environ 1100, il était en fait illégal de brûler quelque lumière, que ce soit après que la cloche ait sonné. Les foyers étaient plongés dans l'obscurité la plus totale, sans aucune chandelle autorisée pour lire, travailler ou se déplacer dans sa propre maison. Le couvre-feu avait un double objectif qui révèle comment les autorités médiévales concevaient le contrôle social et la sécurité publique. Si la fonction première était la prévention des incendies, le but secondaire était de contrôler les déplacements et les activités des citoyens pendant la nuit. En s'assurant que tous les feux et lumières étaient éteints, le couvre-feu garantissait que les rues restaient paisibles et calmes. Cela facilitait le travail des gardiens de nuit, rendait l'activité criminelle plus difficile et renforçait un ordre social qui valorisait la stabilité communautaire au détriment de la commodité individuelle. C'est précisément pour cette raison qu'une telle réglementation ne pourrait jamais exister aujourd'hui. Imaginez les autorités contemporaines ordonnant à chaque foyer d'éteindre tous les feux et de couper tous les systèmes de chauffage à 8 heures chaque soir, avec des sanctions légales en cas de non-respect. La restriction serait considérée comme intolérable, en conflit fondamental avec notre mode de vie de 24 heures sur 24, nos droits à la vie privée et notre conviction que les individus doivent contrôler leur propre propriété. Nous avons remplacé le couvre-feu médiéval par des détecteurs de fumée, des matériaux de construction résistants au feu et des services de pompiers professionnels. Des solutions technologiques qui préservent à la fois la sécurité et la liberté. Lorsque le feu se déclarait malgré toutes les mesures préventives, les autorités faisaient face à un choix terrible. Laisser les flammes tout consumer ou détruire des bâtiments pour créer des barrières que les flammes ne pourraient pas franchir. Les pompiers médiévaux choisissaient la seconde option, développant la pratique de créer des coupe-feux en démolissant délibérément les structures menacées par les flammes approchantes. Chaque église paroissiale était tenue par la loi d'entretenir du matériel de lutte contre l'incendie. De longues échelles, des seaux en cuir, des haches et des crocs d'incendie. De longues perches avec des crochets en métal conçus pour saisir les tuiles, les poutres et les pans de mur et les abattre. La technique était simple mais nécessitait une action rapide et une main-d'œuvre considérable. Lorsqu'un incendie menaçait une zone,
Des équipes se précipitaient vers les bâtiments sur la trajectoire prévue du feu, utilisant des crocs d'incendie pour arracher les tuiles, abattre les murs et démanteler les structures afin de créer de larges brèches que les flammes ne pouvaient pas sauter. Le travail était dangereux, épuisant et destructeur pour la propriété privée. À Londres, les réglementations exigeaient l'approbation du Lord Mayor avant la démolition, mais dans le chaos de l'urgence, cette exigence bureaucratique était souvent contournée. L'escalade la plus spectaculaire a eu lieu lors du grand incendie de Londres, en septembre 1666. Le feu a commencé dans une boulangerie de Pudding Lane aux premières heures du 2 septembre et s'est propagé rapidement à travers les maisons à colombages densément serrées. Le Lord Mayor, Sir Thomas Bloodworth, réveillé pour évaluer la situation, a commis l'une des erreurs de jugement les plus tristement célèbres de l'histoire. En regardant les flammes, il a déclaré que le feu était si faible que une femme pourrait pisser dessus pour l'éteindre, et a refusé d'ordonner des démolitions, craignant peut-être les conséquences juridiques et financières. Cette hésitation s'est avérée catastrophique. Alors que l'incendie prenait de l'ampleur, le duc d'York organisa des brigades de pompiers avec de lourdes chaînes, des cordes et des grappins. Pourtant, les méthodes traditionnelles se sont révélées insuffisantes face à un incendie d'une telle ampleur, attisé par de forts vents d'est. La garnison de la Tour de Londres, moins contrainte par les préoccupations relatives aux droits de propriété, a commencé à utiliser une méthode drastique: des explosions contrôlées à la poudre à canon. En plaçant des charges dans les bâtiments en avant du feu et en les faisant détonner, ils pouvaient raser des structures beaucoup plus rapidement que la démolition manuelle ne le permettait. Le roi Charles II ordonna une démolition explosive à grande échelle, commandant aux forces de faire sauter des rangées entières de maisons pour créer de larges brèches vides. La technique a fonctionné, en particulier du côté est où la garnison de la tour opérait de manière agressive. Combiné au vent qui s'est finalement calmé le 5 septembre, les coupe-feux ont finalement stoppé l'avancée du feu. Le prix était stupéfiant. Plus de 13 000 maisons détruites, soit consumées par le feu, soit délibérément démolies. Environ 80% de la cité médiévale de Londres, à l'intérieur des anciens murs romains, gisait en ruine. Cette pratique serait totalement illégale dans les sociétés modernes, où les droits de propriété sont considérés comme quasi sacro-saints. Le droit contemporain exige que les autorités gouvernementales fournissent une juste compensation lorsqu'elles prennent une propriété privée par le biais d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Nous avons remplacé la démolition par explosifs par des services de pompiers professionnels équipés de pompes puissantes, d'échelles aériennes et d'équipements de protection résistants au feu. Nous construisons avec des matériaux ignifuges, installons des systèmes d'extinction automatique et exigeons un espacement entre les structures. Nous avons créé des systèmes d'assurance sophistiqués qui répartissent le risque financier sur de larges populations. L'approche médiévale donnait la priorité à la survie collective sur les droits de propriété individuelle, car la technologie pour combattre efficacement les incendies n'existait tout simplement pas. L'année 1189 a marqué un tournant dans la réglementation urbaine médiévale avec le premier code de la construction complet de Londres, l'Assise des bâtiments. Publié sous le règne de Richard Coeur de Lion par le premier maire de Londres, Henry Fitz-Aylwin, ce document a établi des normes de construction systématique conçues pour réduire le risque d'incendie. 12 hommes furent élus en pleine Hosting, la principale assemblée civique de Londres, pour faire appliquer ces réglementations. Parmi les dispositions les plus importantes figuraient des exigences détaillées pour les murs mitoyens, les murs de séparation entre des propriétés adjacentes servant le double objectif de soutien structurel et de barrière anti-feu. Les spécifications étaient précises et exigeantes.
Lorsque deux voisins convenaient de construire un mur entre leurs propriétés, chacun était tenu de contribuer 1,5 pied de terrain de leurs parcelles respectives. Ils devaient ensuite construire, à frais communs, un mur de pierre de 3 pieds d'épaisseur et de 16 pieds de haut. Ces dimensions n'étaient pas arbitraires. Elles représentaient un calcul minutieux de ce qui était nécessaire pour empêcher le feu de se propager facilement d'une propriété à l'autre. Un mur de pierre de 3 pieds d'épaisseur pouvait résister au feu pendant des heures, potentiellement assez longtemps pour que les efforts de lutte contre l'incendie contiennent un brasier avant qu'il ne saute au bâtiment voisin. Ce concept n'était pas une innovation médiévale, mais représentait plutôt une renaissance des pratiques d'ingénierie romaine. Les murs mitoyens existaient à Rome dès le 1er siècle avant notre ère, documenté par l'architecte Vitruve dans son ouvrage De Architectura, écrit entre 30 et 20 avant notre ère. Les statuts juridiques romains avaient établi les droits et obligations des propriétaires concernant ces murs partagés, et les villes médiévales ont adapté ces précédents anciens. L'adoption précoce par Londres des exigences en matière de murs mitoyens, peut-être dès le 11e siècle, en a fait un chef de file parmi les villes médiévales en matière de prévention des incendies par la réglementation de la construction. Ces murs mitoyens fonctionnaient-ils réellement? Les preuves sont mitigées. Dans les rangées de maisons en terrasse, les murs de séparation servaient certainement de coupe-feu, contenant de nombreux petits incendies avant qu'ils ne puissent se propager. Cependant, les murs mitoyens seuls se sont révélés insuffisants pour prévenir les incendies les plus catastrophiques, comme l'a démontré le grand incendie de 1666. Le feu a sauté par-dessus les murs mitoyens, s'est propagé par les combles et a été transporté par des braises emportées par le vent, même au-delà de barrières substantielles. Cet échec a incité à un renforcement spectaculaire des réglementations après 1666. De nouvelles lois exigeaient une construction en maçonnerie non seulement pour les murs mitoyens, mais pour tous les murs périphériques. Ces réformes du XVIIe siècle ont établi des principes qui se poursuivent jusqu'à nos jours. La loi sur les murs mitoyens, Party Wall Act, de Dix 996, tire ses origines juridiques directement des réglementations post-Grande Incendie. Les codes de la construction moderne n'imposent plus de murs mitoyens sous la forme médiévale spécifique, car nous avons développé des approches plus sophistiquées. Les réglementations contemporaines se concentrent sur des normes de performance. Les murs doivent atteindre certaines classifications de résistance au feu, plutôt que de prescrire des dimensions et des matériaux exacts. Le système médiéval forçait la coopération pour la survie, exigeant que les voisins travaillent ensemble et partagent les coûts. Les codes modernes atteignent des résultats de sécurité similaires par des moyens différents, mais nous avons perdu ce lien de propriété et d'entretien conjoint entre voisins qui partageaient la responsabilité de leur protection mutuelle. Peut-être qu'aucune réglementation médiévale de sécurité incendie ne révèle plus clairement l'interaction complexe entre les préoccupations réelles de sécurité et les structures de pouvoir féodal que l'interdiction des fours personnels. Dans la France médiévale, le four banal, ou four commun, représentait une institution féodale fondamentale. Dans le système féodal, le seigneur d'un manoir avait à la fois le devoir de fournir certains services essentiels et le privilège exclusif de tirer profit de leur fourniture. En matière de boulangerie, cela signifiait que le seigneur féodal était obligé de construire et d'entretenir des fours communaux, mais il possédait également le droit exclusif de détenir tous les grands fours au sein de son fief. Les fours personnels étaient généralement interdits, et les roturiers étaient contraints par la loi et la coutume d'apporter leur pain, leurs tourtes et autres produits de boulangerie au four seigneurial, en payant une redevance pour son utilisation. Ces lois banales maintenaient le contrôle de la production de farine et de céréales
sous l'autorité du supérieur féodal. La justification en matière de sécurité incendie était tout à fait légitime. Les fours représentaient des risques d'incendie extrêmes, en particulier dans les villages où les chaumières étaient blotties les unes contre les autres. La cuisson nécessitait des températures élevées et soutenues, impliquant souvent des flammes nues et des charbons ardents. Un four mal construit ou mal entretenu pouvait facilement mettre le feu à une maison, et de là, les flammes se propageaient rapidement à travers les structures en bois et en chaume très serrés. Les réglementations médiévales exigeaient donc que les fours soient construits à l'écart des autres structures. Dans les manoirs et les domaines, des bâtiments séparés abritaient les fours, garantissant que si un incendie se déclarait, il serait contenu plutôt que de se propager aux habitations, aux granges ou à d'autres bâtiments de valeur. Les réglementations concernant la cuisson personnelle étaient nuancées dans certaines juridictions. Certains villages autorisaient de petits fours sous le manteau de la cheminée à la maison, mais uniquement pour la cuisson d'articles spécifiques tels que les gâteaux et les flans. Le pain, le pilier de l'alimentation, devait être préparé dans les fours communaux. Ceux-ci étaient périodiquement chauffés à la température de cuisson, et les villageois apportaient leur pain préparé et leur dîner du dimanche pour être cuits, en payant une petite redevance. Ce double objectif, une sécurité incendie légitime combinée à un contrôle économique, illustre une caractéristique importante de la réglementation médiévale. Les préoccupations en matière de sécurité incendie étaient réelles. Les fours provoquaient des incendies dévastateurs lorsqu'ils étaient mal construits ou utilisés. Pourtant, les réglementations renforçaient également les structures sociales et économiques féodales. Le seigneur profitait des redevances tout en maintenant le contrôle sur la production alimentaire. Il y avait cependant des avantages au-delà de la sécurité incendie et du contrôle féodal. L'assise du pain et de la bière d'Henri III, en 1266, a établi l'inspection et la vérification des poids et mesures, le contrôle de la qualité et la réglementation des prix. Les autorités municipales pouvaient plus facilement faire respecter ces normes lorsque toute la cuisson avait lieu dans un nombre limité de fours communaux. Les lois modernes rendent de telles interdictions impossibles. Les lois sur la libre entreprise protègent le droit de posséder et d'exploiter des équipements commerciaux, y compris des fours professionnels. Les droits de propriété individuelle garantissent que les propriétaires peuvent installer des équipements de cuisson dans leur propre cuisine. Les codes de la construction contemporain réglementent l'installation des fours en spécifiant les distances par rapport aux matériaux combustibles, les exigences de ventilation et les normes de sécurité électrique ou gaz, mais ils ne peuvent pas en interdire totalement la possession. Le système médiéval donnait la priorité à la sécurité communautaire sur la commodité individuelle. Notre approche moderne met l'accent sur le choix personnel, contraint par des directives de sécurité. Alors que l'obscurité tombait sur les cités médiévales, des groupes d'hommes armés entamaient leurs rondes nocturnes dans les rues étroites, portant des lanternes pour éclairer leur chemin et des cloches ou des crécelles pour donner l'alerte. C'étaient les gardiens du guet de nuit, des groupes organisés autorisés par les gouvernements municipaux à fournir de multiples services essentiels. Dissuader l'activité criminelle, faire respecter la loi, assurer la sécurité publique, surveiller les incendies et récupérer les biens volés. L'institution a des racines anciennes, des gardiens de nuit ayant existé sous diverses formes tout au long de l'histoire. En Angleterre, le système a été formellement codifié par le statut de Winchester en 1285, qui a établi des exigences spécifiques pour les systèmes de guet urbains. Bien que les gardiens aient eu de multiples responsabilités, deux devoirs principaux étaient inextricablement liés: annoncer les heures et surveiller les incendies. La fonction de chronométrage et la fonction de surveillance des incendies se renforçaient parfaitement. Les gardiens criaient les heures pendant leur patrouille,
commençant généralement vers 10 heures du soir et continuant jusqu'à 2 heures du matin ou plus tard. En annonçant « 10 heures et tout va bien », ils scrutaient simultanément les bâtiments à la recherche de la moindre lueur de flamme ou volute de fumée, indiquant un début d'incendie. Dans des structures en bois densément peuplées, où le feu représentait une menace perpétuelle, cette surveillance constante fournissait une alerte précoce qui pouvait faire la différence entre un petit feu rapidement éteint et un incendie détruisant des quartiers entiers. Les gardiens vérifiaient que les portes étaient correctement verrouillées, non seulement pour la prévention du crime, mais aussi pour empêcher l'accès non autorisé aux sources de feu. Ils s'assuraient que les feux de l'âtre étaient correctement gérés et que les ivrognes et les vagabonds étaient remis au connétable du guet. L'étendue et l'organisation des tâches du guet de nuit étaient codifiées dans diverses réglementations municipales, notamment l'Acte de Winchester en Angleterre. Ce statut exigeait que chaque cité poste 6 hommes à chaque porte, que chaque bourg emploie 12 hommes, et que les villes utilisent 6 ou 4 hommes, selon la population. Ces gardiens veillaient toute la nuit, du coucher au lever du soleil. Au fur et à mesure que le système évoluait vers le début de l'ère moderne, de nombreux guets se composaient de volontaires non rémunérés ou d'anciens soldats qui patrouillaient d'environ 10 heures du soir jusqu'à l'aube. Ils portaient un équipement spécifique. Des lanternes pour voir et signaler leur présence, des cloches ou des crécelles pour donner l'alerte, des bâtons pour se défendre et sonder les zones suspectes à la recherche de chaleur, et des chapeaux à large bord pour se protéger des intempéries pendant les longues nuits d'hiver. Les pouvoirs accordés à ces gardiens sembleraient extraordinaires selon les normes modernes. Ils avaient l'autorité d'entrer dans les propriétés s'ils suspectaient un incendie ou des risques d'incendie. Ils pouvaient ordonner l'extinction des feux s'ils les jugeaient dangereux. Ils pouvaient arrêter des personnes pour violation des réglementations de sécurité incendie. Ces pouvoirs étendus, que nous considérerions aujourd'hui comme de graves atteintes à la vie privée et aux droits de propriété, étaient acceptés comme nécessaires à la survie de la communauté. Les gardiens faisaient respecter les réglementations de la cloche du couvre-feu, vérifiant que les lumières étaient éteintes à l'heure convenue. Les lois modernes sur la protection de la vie privée rendent un tel système impossible dans sa forme originale. Les autorités contemporaines ne peuvent pas entrer dans les domiciles sans mandat, sauf dans des circonstances d'urgence spécifiques. Nous ne pouvons pas obliger les citoyens à fournir un service de guet de nuit non rémunéré. Au lieu de cela, nous avons remplacé le guet de nuit médiéval par des services de pompiers professionnels composés de pompiers formés, disponibles 24 heures sur 24. Nous avons installé des systèmes de détection de fumée qui alertent automatiquement les occupants et les services d'urgence. Les systèmes d'extinction automatique des bâtiments suppriment les incendies automatiquement avant qu'ils ne puissent se propager. L'approche médiévale reposait sur le travail communautaire pour la protection de la communauté. Notre système moderne concentre l'expertise dans des services professionnels financés par l'impôt, offrant une protection supérieure contre les incendies tout en préservant la vie privée individuelle et la liberté de ne pas être soumis à un service obligatoire. Le grand incendie de Southwark en 1212 a provoqué une réponse réglementaire immédiate. Au lendemain dévastateur de l'incendie, le premier maire de Londres, Henry Fitz-Aylwin, a émis un ordre radical. Les toits de chaume étaient désormais interdits dans la ville de Londres. Cela a marqué l'un des premiers exemples d'autorité imposant des matériaux de construction spécifiques pour des raisons de sécurité incendie. Tout au long du XIIe siècle, les maires de Londres ont imposé des exigences de plus en plus strictes,
rendant obligatoire la construction en pierre pour les maisons dans la ville proprement dite et interdisant totalement les toits de chaume dans le noyau urbain densément bâti. Lorsque les bâtiments partageaient des murs, les réglementations spécifiaient des hauteurs et des épaisseurs minimales. Ces réglementations se sont propagées à travers l'Europe médiévale, alors que d'autres villes tiraient les leçons de l'exemple de Londres et de leurs propres désastres. Entre le XIIe et le XIVe siècle, de grandes villes comme Paris et diverses cités-États italiennes ont promulgué des lois interdisant la construction de maisons en bois sans coupe-feu adéquat. Les toits en pierre et en tuiles sont devenus obligatoires dans de nombreuses régions après des incendies majeurs. Worcester, en 1467, a interdit les maisons à toit de chaume à l'intérieur des murs de la ville et a banni les cheminées en bois dans la même zone protégée. Le 15e siècle a vu le Parlement adopter une législation de prévention des incendies interdisant les cheminées en bois dans toute l'Angleterre. L'évolution des matériaux de toiture reflète à la fois le développement technologique et la pression réglementaire. Au cours du 12e siècle, les tuiles d'argile, l'ardoise et les matériaux de toiture en pierre ont commencé à être de plus en plus utilisés, bien qu'initialement uniquement sur des structures prestigieuses où le coût supplémentaire pouvait être justifié. Ces matériaux possédaient des avantages évidents. Les tuiles d'argile, cuites à des températures élevées d'environ 1000 degrés Celsius lors de la production médiévale, devenaient très résistantes au feu et effectivement incombustibles une fois cuites. L'ardoise s'est avérée bon marché, facile à poser et complètement ignifuge, résistante aux intempéries si elle était de bonne qualité. Les réformes post-Grand Incendie de 1666 ont représenté l'aboutissement de siècles de renforcement progressif des réglementations sur les matériaux de construction. De nouvelles lois exigeaient une construction en briques ou en pierre pour tous les nouveaux bâtiments à Londres, interdisant absolument la construction à colombage dans la ville reconstruite. Les rues ont été élargies, le nombre d'étages autorisés, l'épaisseur des murs requises et même la largeur des rues ont tous été prescrits avec un détail sans précédent. Les toits de chaume ont été entièrement bannis, conduisant à l'adoption généralisée des tuiles d'argile. Les matériaux de construction traditionnels comme le torchis présentent un cas d'étude intéressant en matière de sécurité incendie. Cette méthode de construction composite consistait à créer un treillis tressé de lattes de bois. Le clayonnage, généralement fait de branches de noisetier ou de sol flexible, qui était ensuite enduit d'un mélange collant de terre humide, d'argile, de sable et de paille. Le mélange de torchis incorporait des liants tels que l'argile, la chaux ou la poussière de craie, des agrégats comme la boue, le sable ou la craie broyée, et un renforcement de paille, de poils d'animaux ou de foin. Cette technique était utilisée en Grande-Bretagne depuis des siècles, remontant à la préhistoire, et est restée courante dans les bâtiments à colombage médiévaux tout au long de la période. Bien que les murs en torchis eux-mêmes présentent une certaine résistance au feu en raison de la teneur en argile du torchis, qui pouvait ralentir la propagation des flammes par rapport à une construction purement en bois. Le véritable danger résidait dans les toits de chaume, qui couronnaient généralement ces structures. Les archéologues ont découvert que lorsque les bâtiments en torchis brûlaient, la chaleur intense cuisait en fait le torchis comme de la poterie, créant des fragments avec des empreintes de clayonnage préservées qui survivent dans les archives archéologiques comme preuve de ces incendies dévastateurs. Dans des conditions modérées et abritées avec un bon entretien, les panneaux de torchis pouvaient durer indéfiniment. Des exemples vieux de 700 ans existent encore en Angleterre. Pourtant, la combinaison de la charpente en bois, des matériaux organiques dans le torchis et surtout de la toiture en chaume rendait ces bâtiments vulnérables lorsque le feu prenait.
Les codes de la construction moderne adoptent une approche fondamentalement différente. Plutôt que d'imposer des matériaux spécifiques, les codes contemporains spécifient des normes de performance et des classifications de résistance au feu. Les constructeurs peuvent utiliser n'importe quel matériau répondant à la classification de résistance au feu requise. Cette approche basée sur la performance offre une plus grande flexibilité et encourage l'innovation tout en garantissant une sécurité adéquate. L'approche médiévale interdisait entièrement les matériaux dangereux car les systèmes de test et de certification n'existaient pas. Les autorités ne pouvaient juger les matériaux que par leurs propriétés évidentes et leur performance lors d'incendies réels. L'invention de la cheminée a révolutionné le confort domestique médiéval tout en créant simultanément un tout nouveau risque d'incendie. Au début du Moyen Âge, la plupart des foyers se chauffaient et cuisinaient avec un âtre central, essentiellement un feu fait dans un trou dans le sol, la fumée s'échappant par un évent de toit. Cette disposition était froide et intensément enfumée. Les cheminées sont apparues en Europe du Nord au XIe et XIIe siècle. La plus ancienne cheminée encore existante se trouve au donjon du château de Conisbrough, dans le Yorkshire, daté de 1185. Au milieu du XIIe siècle, les nobles anglais et français construisaient des châteaux équipés de foyers encastrés dans les murs et de cheminées évacuant la fumée à l'extérieur. Cette avancée technologique a largement résolu le problème de la fumée, mais a créé de nouveaux défis en matière de sécurité incendie. Les premières cheminées utilisaient une construction en bois, ce qui présentait des risques d'incendie évidents. Au fur et à mesure que le Moyen Âge avançait, les constructeurs ont de plus en plus construit des cheminées en briques ou en pierre. Cependant, un problème plus insidieux est apparu lorsque le combustible de chauffage est passé du bois au charbon de terre. Le charbon dépose de la créosote inflammable sur les surfaces intérieures de la cheminée à mesure que les produits de combustion refroidissent en montant. Cette accumulation de créosote est hautement inflammable, et si on la laisse s'accumuler suffisamment, elle peut s'enflammer, créant un feu de cheminée qui envoie des flammes jaillir à travers le conduit et potentiellement se propager à la charpente en bois et à la structure du toit du bâtiment. Les autorités de l'ère Tudor ont reconnu ce danger et ont réagi avec des réglementations complètes. Une ordonnance publiée en 1582 contrôlait les matériaux autorisés pour la construction des cheminées, imposant la brique et la pierre plutôt que le bois plâtré. Plus important encore, la réglementation exigeait que toutes les cheminées soient ramonées 4 fois par an pour empêcher l'accumulation de suie et de créosote. Ce n'était pas une suggestion, c'était une exigence légale avec des sanctions significatives. Si un feu de cheminée se produisait, le propriétaire encourait une amende de 3 shillings et 4 pence, une somme importante représentant plusieurs jours de salaire pour un artisan qualifié. L'exigence d'un nettoyage régulier des cheminées a conduit à l'émergence du ramonage en tant que profession reconnue. À la fin du Moyen Âge, la nécessité d'un entretien régulier des cheminées était devenue évidente pour les autorités urbaines à travers l'Europe. Au XVIIe siècle en Angleterre, le ramonage est devenu un métier essentiel, alors que les foyers alimentés au charbon devenaient de plus en plus populaires dans les villes où le bois se faisait rare et cher. Les autorités pouvaient inspecter les cheminées pour vérifier la conformité et infliger des amendes pour les violations. Les archives historiques indiquent que les propriétaires qui subissaient des feux de cheminée faisaient face à des pénalités substantielles, créant une forte incitation à un entretien régulier. La profession comportait des risques importants pour la santé. La suie et la créosote contiennent de nombreux composés cancérigènes, et les ramoneurs étaient constamment exposés. Les maladies respiratoires, les maladies chroniques de la peau et même le cancer du scrotum, sinistrement connu sous le nom de verrue de suie, affectaient les ramoneurs avec une fréquence affligeante.
L'aspect le plus sombre de la profession impliquait l'utilisation généralisée d'enfants comme enfants ramoneurs, qui pouvaient se glisser dans les cheminées étroites. Les réglementations modernes abordent maintenant la sécurité des cheminées de manière entièrement différente. Les autorités contemporaines ne peuvent pas imposer des fréquences de nettoyage spécifiques pour les maisons privées, bien qu'elles recommandent des inspections et des nettoyages réguliers. Les propriétaires ne peuvent pas être condamnés à une amende pour des cheminées sales, à moins qu'une violation réelle du code ne se produise. Les lois sur le travail des enfants interdisent strictement l'utilisation d'enfants pour le ramonage ou toute autre occupation dangereuse. De plus, les changements dans la technologie de chauffage ont considérablement réduit l'utilisation des cheminées. Les systèmes de chauffage au gaz et à l'électricité ont largement remplacé la combustion du charbon et du bois dans les pays développés. En se promenant dans une rue de ville médiévale, en particulier à l'époque Tudor, on aurait souvent trouvé le ciel presque caché par les étages supérieurs des bâtiments en saillie. Cette technique architecturale, connue sous le nom d'encorbellement, consistait à construire chaque étage supérieur de manière à ce qu'il dépasse l'étage inférieur, créant un surplomb qui pouvait s'étendre jusqu'à 1200 mm, bien que 400 mm fussent plus typiques. Les avantages pratiques étaient substantiels. L'encorbellement augmentait l'espace de vie disponible aux étages supérieurs sans augmenter l'empreinte du bâtiment au niveau du sol. Dans les rues médiévales étroites, les bâtiments des côtés opposés pouvaient être en encorbellement si loin que leurs étages supérieurs se touchaient presque, permettant parfois aux voisins de se serrer la main à travers la rue sans quitter leurs fenêtres. Pourtant, cette architecture médiévale caractéristique créait de graves risques d'incendie. Lorsque les étages supérieurs étaient en saillie, les rues déjà étroites devenaient encore plus resserrées au niveau supérieur. Les étages supérieurs des bâtiments se faisant face n'étaient séparés que par des espaces de quelques pieds ou pouces. Lors d'un incendie, les flammes et les braises pouvaient franchir cette distance minimale sans effort, transformant une rue entière en un incendie continu en quelques minutes. La construction en bois des planchers en encorbellement eux-mêmes fournissait un excellent combustible, créant un chemin de matériaux combustibles s'étendant à travers la rue. Les autorités municipales à travers l'Europe ont progressivement reconnu ce danger et y ont répondu. La ville française de Rouen a interdit l'encorbellement dès 1520, invoquant des préoccupations concernant la circulation de l'air et la transmission de la peste ainsi que le risque d'incendie. Londres a maintenu l'encorbellement comme pratique standard beaucoup plus longtemps, mais le grand incendie de 1666 a démontré de manière définitive les dangers. Les réglementations de reconstruction post-incendie de 1667 ont interdit l'encorbellement dans toutes les nouvelles constructions à Londres, exigeant que les bâtiments soient construits à l'alignement de la limite de propriété du sol au toit. L'effet a été de rendre les rues effectivement plus larges à tous les niveaux, créant des brèches que les incendies auraient beaucoup plus de mal à franchir. Cette approche réglementaire serait considérée comme excessivement prescriptive selon les normes modernes. Les codes de la construction contemporain réglementent les retraits, la distance que les bâtiments doivent respecter par rapport aux limites de propriété et les uns par rapport aux autres. Mais ils le font par le biais d'exigences de zonage et de normes de séparation coupe-feu plutôt que par des interdictions pures et simples de techniques structurelles spécifiques. Les matériaux et méthodes de construction modernes résistants au feu rendent l'encorbellement beaucoup moins dangereux que lorsque toute la construction utilisait des charpentes en bois apparentes. Les autorités médiévales ont entièrement interdit l'encorbellement en tant que technique structurelle car elles manquaient d'autres moyens pour empêcher la propagation du feu. Les codes modernes adoptent une approche basée sur la performance, spécifiant la résistance au feu et les distances de séparation requises tout en laissant les constructeurs libres de choisir les méthodes de construction
répondant à ces normes. Au début du Moyen Âge, les rues de Londres, après la tombée de la nuit, étaient des endroits dangereux, où les accidents et les vols constituaient des menaces constantes. L'absence d'éclairage public créait des conditions parfaites pour l'activité criminelle, tout en rendant presque impossible pour les autorités ou les résidents de détecter les incendies à leur début, lorsqu'ils pourraient encore être facilement éteints. En réponse, les autorités municipales ont émis un ordre qui a dû paraître onéreux. Les propriétaires devaient faire brûler des chandelles à l'extérieur de leur maison, fournissant un éclairage pour les rues publiques. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence obligatoire, assortie de sanctions. Les chandelles utilisées étaient généralement faites de suif, de la graisse animale fondue, qui était beaucoup moins chère que la cire d'abeille, mais produisait une odeur nauséabonde et une fumée épaisse et fuligineuse. Le lien avec la sécurité incendie devient clair lorsque nous considérons les devoirs du guet de nuit. Les gardiens patrouillant dans des rues complètement sombres n'auraient aucune capacité à repérer les premiers signes d'un incendie. Une lueur dans une fenêtre, de la fumée s'échappant d'un toit, des étincelles s'échappant d'une cheminée. Des rues bien éclairées permettaient au guet de remplir efficacement sa fonction de surveillance des incendies, en détectant les problèmes alors qu'ils restaient gérables. Les résidents eux-mêmes pouvaient bénéficier de l'éclairage, pouvant voir si des braises emportées par le vent avaient atterri sur les toits ou si de la fumée s'échappait de la maison d'un voisin. Le fardeau que cette réglementation imposait aux ménages individuels était considérable. Les propriétaires devaient acheter ou fabriquer des chandelles de suif à leurs propres frais, les entretenir toute la nuit et les remplacer régulièrement. Comme si cette exigence n'était pas assez exigeante, les réglementations dans de nombreuses juridictions exigeaient également que chaque maison maintienne un récipient plein d'eau devant la porte d'entrée à des fins de lutte contre l'incendie, créant une double obligation de fournir à la fois l'éclairage et les ressources de lutte contre l'incendie pour le bien public, à frais privés. Ce système combinait la responsabilité publique et privée d'une manière que la gouvernance moderne a complètement réorganisée. L'éclairage public est maintenant universellement reconnu comme une responsabilité municipale financée par l'impôt et fournie comme un service public. Les autorités contemporaines ne pourraient jamais exiger des propriétaires qu'ils fournissent et entretiennent l'éclairage public à leurs propres frais. Nous sommes passés à des lampadaires électriques installés et entretenus par des professionnels municipaux avec des coûts répartis sur l'ensemble des contribuables. Le système médiéval imposait des obligations directes aux résidents qui bénéficiaient de l'éclairage public et de la sécurité incendie. Le système moderne met en commun les ressources par le biais de l'impôt et fournit des services professionnels, obscurcissant le lien entre ce que les individus contribuent et ce qu'ils reçoivent. L'expérience d'incendies catastrophiques répétés a appris aux autorités londoniennes que la prévention des incendies exigeait plus que la réglementation de la construction des bâtiments et du comportement des ménages, elle exigeait le contrôle du stockage et de l'utilisation des matériaux inflammables dans toute la ville. Après des incendies particulièrement dévastateurs, les réglementations municipales ont de plus en plus porté sur où et comment les substances combustibles pouvaient être stockées, imposant des lieux de stockage éloignés des habitations denses, limitant les quantités autorisées dans les zones urbaines et exigeant des barrières en pierre ou autres matériaux résistants au feu autour des installations de stockage. Les activités industrielles ont fait l'objet d'une attention particulièrement stricte car elles combinaient des matériaux inflammables avec des sources de feu actives. Le Londres du 14e siècle a interdit la combustion de charbon dans les limites de la ville, principalement en raison de la pollution de l'air, mais aussi en reconnaissant les risques d'incendie. Certaines industries ont été déplacées de force à l'extérieur des murs de la ville. Les forgerons exploitaient des forges atteignant des températures intenses, avec des étincelles volant constamment.
une combinaison que les autorités jugeaient trop dangereuse pour les zones urbaines denses. Les foulons, qui traitaient les tissus en utilisant de la chaleur et des produits chimiques, se sont retrouvés de même poussés au-delà des murs. Les chauffourniers, dont les fours nécessitaient des températures élevées et soutenues, ont également été déplacés vers des zones où les incendies échappés ne menaceraient pas les quartiers résidentiels. Les villes portuaires faisaient face à des défis uniques avec les entrepôts du front de mer, remplis de matériaux essentiels au commerce maritime, mais hautement inflammables. Les fournitures navales, y compris le goudron et la poix, étaient intensément combustibles. Le chanvre et le lin, matières premières pour la production de cordes et de textiles, brûlaient férocement s'ils s'enflammaient. Des réglementations spéciales régissaient le stockage sur le front de mer, et des veilleurs de feu étaient spécifiquement affectés à la patrouille des quartiers d'entrepôt. Les entreprises utilisant le feu dans le cadre de leurs opérations faisaient face à des réglementations détaillées sur les matériaux et les équipements de sécurité. Les municipalités médiévales exigeaient que les brasseurs utilisent du bois pour leur feu plutôt que la paille et le chaume traditionnel, qui produisaient des averses d'étincelles dangereuses. Après des incendies majeurs, les autorités ont publié des réglementations régissant les matériaux utilisés dans les tavernes, les boulangeries et les brasseries. Pendant les mois d'été, lorsque les conditions sèches rendaient les incendies particulièrement dangereux, ces entreprises étaient tenues de maintenir des équipements de lutte contre l'incendie, y compris des cuves d'eau prêtes à l'emploi immédiat. Le stockage du foin et de la paille a fait l'objet d'une attention particulière, car ces matériaux étaient amenés en ville en grandes quantités, mais brûlaient avec une vitesse terrifiante une fois enflammés. Les sociétés agricoles dépendaient du foin pour nourrir les chevaux, le principal moyen de transport et de travail lourd, et de la paille pour la litière des animaux, le chaume et d'autres usages essentiels. Pourtant, une meule de foin pouvait s'enflammer à partir d'une seule étincelle et brûler si intensément que les efforts de lutte contre l'incendie se révélaient futiles. Les réglementations exigeaient des structures spéciales appelées meulons pour stocker des quantités importantes, imposaient des distances minimales entre ces installations de stockage et les bâtiments résidentiels, et limitaient la quantité pouvant être conservée à l'intérieur des murs de la ville. Les agriculteurs amenant du foin au marché pour la vente faisaient face à des restrictions sur l'endroit où ils pouvaient stocker temporairement leurs marchandises, avec des zones de stockage désignées soigneusement positionnées à l'écart des habitations denses. L'équilibre était délicat. Les villes avaient besoin de réserves adéquates de ces matériaux pour fonctionner, mais leur concentration créait des risques d'incendie dangereux que les autorités peinaient à gérer par la ségrégation spatiale et la limitation des quantités. Le droit et la pratique moderne ont transformé la manière dont nous gérons ces préoccupations de sécurité incendie. Les autorités contemporaines ne peuvent pas interdire à des industries entières d'opérer dans les limites de la ville sans des processus de zonage sophistiqués. La technologie moderne de suppression des incendies, systèmes d'extinction automatique, construction résistante au feu, services de pompiers professionnels, rend certaines restrictions médiévales inutiles. La nature du combustible a radicalement changé. Les réglementations modernes sur le stockage des matières dangereuses sont étendues et détaillées, mais elles se concentrent sur le confinement et les mesures de sécurité plutôt que sur des interdictions pures et simples. L'approche médiévale donnait la priorité à la survie de la ville sur les intérêts commerciaux. Notre cadre moderne tente d'équilibrer l'activité commerciale avec les préoccupations de sécurité en utilisant la technologie et la réglementation pour rendre la coexistence possible plutôt que de forcer la séparation. Les 10 pratiques de sécurité incendie que nous avons explorées. Couvre-feu obligatoire, démolition par explosif, murs mitoyens requis, interdiction des fours personnels, patrouilles du guet de nuit, mandat sur les matériaux de construction, exigence de ramonage, interdiction de l'encorbellement,
éclairage public obligatoire et restrictions sur le stockage des matériaux inflammables. Partageant un fil conducteur qui les distingue des approches modernes. Chaque pratique sacrifiait la liberté individuelle, les droits de propriété ou le choix personnel pour la sécurité collective d'une manière que les sociétés contemporaines trouveraient inacceptable. Pourtant, nous devons reconnaître que ces réglementations fonctionnaient. Elles ont sauvé d'innombrables vies et préservé des quartiers entiers qui auraient autrement brûlé. Les villes qui ont mis en œuvre et appliqué des réglementations strictes en matière d'incendie ont connu moins d'incendies catastrophiques que celles dont les normes étaient laxistes. La preuve apparaît dans les archives historiques. Les réglementations de construction de plus en plus complètes de Londres entre le XIIe et le XVIIe siècle ont réduit la fréquence des incendies majeurs, même si la population et la densité de la ville augmentaient. Pourquoi les gens du Moyen Âge acceptaient-ils ces réglementations que nous rejetterions? La réponse réside à la fois dans l'ampleur de la menace et dans l'absence d'alternative. Un citadin médiéval assisterait probablement à plusieurs incendies majeurs au cours de sa vie, perdant peut-être des membres de sa famille, des voisins ou des biens dans les flammes. Le danger était viscéral et immédiat, non pas théorique et lointain. Tout le monde connaissait quelqu'un qui avait perdu une maison ou des êtres chers dans un incendie. La vie en promiscuité signifiait que la négligence d'un voisin menaçait tout le monde dans la rue. Aucun système d'assurance n'existait pour aider à reconstruire après un incendie. Si votre maison brûlait, vous faisiez face à la ruine financière, à moins que la communauté ne vous aide. La survie collective exigeait un sacrifice collectif, et les liens communautaires de la société médiévale étaient assez forts pour soutenir l'application de ces réglementations exigeantes. La technologie a fondamentalement transformé l'équilibre entre sécurité et liberté. Les détecteurs de fumée ont remplacé les gardiens de nuit, alertant les foyers endormis avec des capteurs électroniques fiables. Les services de pompiers professionnels, composés de pompiers formés et équipés de pompes puissantes et d'équipements de protection, ont remplacé les chaînes humaines de seaux et les crocs d'incendie. Les matériaux de construction résistants au feu, des cloisons sèches ignifuges à l'isolation ignifuge en passant par les systèmes d'extinction automatique, offrent une protection passive sans nécessiter une vigilance humaine constante. Les codes de la construction moderne spécifient des normes de performance pour la résistance au feu sans dicter des matériaux ou des techniques de construction spécifiques. Les systèmes d'assurance répartissent le risque financier sur de larges populations, permettant aux individus de se remettre des incendies sans une ruine complète. Ces innovations technologiques et institutionnelles nous permettent d'atteindre une sécurité incendie égale ou supérieure aux normes médiévales tout en préservant la liberté individuelle à un degré qui aurait semblé impossible à nos ancêtres. Pourtant, la tension entre sécurité et liberté reste non résolue, comme l'histoire récente le démontre. La pandémie de COVID-19 a ravivé des débats sur les restrictions obligatoires que les gens du Moyen Âge auraient trouvés tout à fait familiers. Les confinements qui enfermaient les gens chez eux, les couvre-feux qui interdisaient les déplacements à certaines heures, les fermetures d'entreprises qui éliminaient les moyens de subsistance, tout cela a été justifié par les autorités de santé publique comme nécessaire pour préserver la sécurité collective pendant une crise. Ces arguments reflètent les débats médiévaux sur les réglementations incendie. Certains acceptaient les restrictions comme nécessaires à la survie, tandis que d'autres s'agaçaient des limitations de leur autonomie. Les gens du Moyen Âge n'étaient pas primitifs, superstitieux ou ignorants. Ils étaient des gens intensément pratiques, qui comprenaient des principes de gestion des risques que nous avons formalisés et systématisés, mais pas fondamentalement améliorés. Ils reconnaissaient que la prévention des catastrophes nécessitait à la fois des changements de comportement individuels et des mécanismes d'application collectifs.
Ils comprenaient que l'action individuelle isolée ne pouvait pas fournir une protection adéquate lorsque les dangers provenaient du comportement agrégé de communautés entières. Ils ont développé des solutions qui fonctionnaient avec la technologie disponible, des murs mitoyens qui ralentissaient la propagation du feu aux guettes de nuit qui fournissaient une alerte précoce. Leur approche de la sécurité basée sur la communauté possédait de véritables forces qui manquent parfois à nos systèmes individualistes modernes. La responsabilité mutuelle, la responsabilité personnelle directe pour le bien-être de la communauté et le sacrifice partagé qui renforçait les liens sociaux, même en contraignant le choix individuel. Ces pratiques de sécurité incendie interdites ont sauvé des rues entières, des quartiers entiers, et parfois des villes entières des flammes qui menaçaient la vie urbaine médiévale. Elles représentent l'ingéniosité humaine confrontée à un danger constant, avec détermination et sagesse pratique. Elles démontrent ce que les gens sont prêts à accepter lorsque les menaces sont réelles et immédiates, plutôt qu'abstraites et statistiques. Elles révèlent que nos libertés modernes reposent sur des fondations technologiques que nous tenons souvent pour acquises. Retirer les détecteurs de fumée, les services de pompiers professionnels, les matériaux résistants au feu et les systèmes d'assurance, et nous pourrions nous retrouver face à des choix similaires à ceux auxquels nos ancêtres médiévaux étaient confrontés. Quelle part de liberté sommes-nous prêts à sacrifier pour la sécurité? Quelle part d'autonomie individuelle pouvons-nous préserver tout en protégeant la communauté? Ces questions restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans le Londres médiéval, bien que la technologie ait considérablement déplacé le point d'équilibre. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la sécurité incendie médiévale et des pratiques ingénieuses mais restrictives qui ont sauvé des vies tout en limitant la liberté. J'espère que vous avez acquis une nouvelle appréciation pour la sagesse pratique de nos ancêtres médiévaux et peut-être une nouvelle perspective sur les débats concernant la sécurité et la liberté qui se poursuivent aujourd'hui. Examiner comment les gens du Moyen Âge équilibraient ces valeurs concurrentes révèle qu'ils étaient aux prises avec des défis qui restent fondamentalement inchangés, même si nos capacités technologiques se sont considérablement développées. Si vous avez apprécié ce voyage dans le monde médiéval et les manières surprenantes dont la sécurité incendie a façonné la vie urbaine, je serais ravi que vous donniez un « j'aime » à cette vidéo et que vous la partagiez avec toute personne intéressée par l'histoire médiévale, la sécurité incendie ou l'évolution des réglementations de la construction. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'exploration approfondie de la vie médiévale, de la technologie et des liens surprenants entre le passé et notre présent. Laissez un commentaire pour partager laquelle de ces 10 pratiques vous a le plus surpris. Auriez-vous été prêt à accepter un couvre-feu si cela signifiait sauver votre quartier des flammes? Vos pensées et réactions aident à construire la communauté de passionnés d'histoire qui trouvent ces liens entre le passé et le présent aussi fascinants que moi. Merci encore d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons d'explorer l'ingéniosité remarquable et les restrictions surprenantes de la vie médiévale.